Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait revivre les débats de la Haute Assemblée. Les sénateurs ont adopté hier le 3e budget d'urgence pour faire face à la crise du coronavirus. 45 milliards d'euros afin de sauver l'économie et de venir en aide aux plus démunis. Les sénateurs ont voté leur propre dispositif de prime à l'embauche des jeunes. Ils ont validé le repas à 1 euro pour les étudiants boursiers, une mesure annoncée par le président de la République Emmanuel Macron. Et enfin, les sénateurs ont facilité le déblocage de l'épargne salariale afin de relancer la consommation. Je vous laisse écouter les débats. Il s'agit évidemment d'un amendement sur Île-de-France Mobilité. Pertes estimées au total, 2,6 milliards. Pertes estimées pour le seul versement mobilité, 1 milliard. Pourquoi ? C'est assez simple. Le confinement a fait que ont été mis en chômage un certain nombre de salariés et par définition, les entreprises n'ont pas versé les sommes habituelles. Dans un premier temps, le gouvernement, dans son texte, imaginait ne rien indemniser pour IDFM. Rien. Pas un copec. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y avait le tampon Île-de-France c'est non. Bon, toujours est-il, il n'y avait rien. Puis dans un deuxième temps, amendement du rapporteur à l'Assemblée nationale, Laurent de Saint-Martin, et on nous fait la grâce d'une indemnité pour solde de tout compte, à un peu plus de 400 millions. Et je vous dis, la simple non-perception du versement mobilité, c'est 1 milliard. C'est 2,5 milliards, j'y reviendrai, j'ai un autre amendement un peu plus loin, avec l'amendement 17. Mais c'est pas raisonnable. Et quand vous me dites, vous ne m'avez pas dit d'ailleurs, mais quand vous allez nous dire « Ah ben nous, on fait une moyenne », enfin en l'occurrence, vous ne faites même pas de moyenne, vous ne vouliez rien nous donner. Donc bon, c'était la moyenne à 0. Mais même si vous faites une moyenne, sauf que les taux du versement mobilité en Île-de-France ont augmenté en 2018-2019. Donc faire une moyenne avec 2017, où les taux étaient évidemment bien inférieurs, c'est absurde. Je veux dire, or, l'Île-de-France, chacun le sait, c'est 5 millions d'usagers des transports, c'est la moitié du versement mobilité de toute la France, c'est 60% des utilisateurs du métro, du RER ou des trains de banlieue, et nous sommes dans l'incapacité de poursuivre l'ensemble des fonctions si nous n'avons pas une indemnisation par l'État. Alors la présidente de région avait dit on arrête, et puis l'État dit de manière très très autoritaire, parce qu'après tout la RATP et la SNCF sont deux entreprises publiques nationales qui ne dépendent pas de la région, donc c'est à vous de le faire. Vous dites non, non, ça continuera. Mais ça continuera avec quel argent? Donc, monsieur le ministre, un geste, au moins compenser le versement mobilité. Donc, ensuite, il y a un amendement de monsieur Marseille. Défendu, Président. Très bien, madame Verrier. Donc, ensuite, il y a le 769 rectifié, monsieur Husson. Défendu. Ensuite, 909 de monsieur Savoldelli. Défendu. Ensuite, monsieur le rapporteur général, le premier de deux amendements identiques. Bon, j'avoue que j'ai pas toujours eu beaucoup de temps pour examiner les amendements, mais c'est une question que j'ai essayé de regarder compte tenu des enjeux et des montants qui ont été rappelés à l'instant par Roger Carucci, du nombre de franciliens qui fréquentent les transports, que j'ai regardé de manière un peu approfondie, y compris le 14 juillet. Donc, très concrètement, pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, initialement, il n'était rien prévu. Ensuite, l'Assemblée nationale a introduit un acompte qui n'est pas, évidemment, de moins de 500 millions d'euros, qui n'est pas à la hauteur des pertes de recettes. Les pertes, elles sont doubles. C'est d'une part le versement mobilité qui a baissé, et ce sont les recettes commerciales qui se sont effondrées, puisque, par définition, il n'y avait pas de voyageurs, pas de touristes, pas de salariés qui venaient, et les gens n'ont pas acheté les passes Navigo. Donc il y a un double effondrement des deux recettes commerciales ou versement mobilité. Donc on a essayé de regarder de la manière la plus précise comment compenser tout en étant raisonnable. Donc c'est la raison des trois amendements que je vous présente. Le 391 majore l'acompte versé à Île-de-France Mobilité pour tenir compte de la perte réelle au titre du versement mobilité. Donc initialement, je vous le disais à l'instant, il était prévu 425 millions d'euros. Et j'ai échangé avec les services Île-de-France Mobilité, j'ai eu la base des chiffres réels.
Et donc, à la place de 425 millions, ça serait 920 millions d'acomptes qui correspondent à la réalité des chiffres et l'estimation. Très concrètement, c'est basé sur une baisse de 20% du versement mobilité. 20%, c'est sans doute raisonnable, 20% par rapport au produit de référence. Donc premier amendement, le 391 majore l'acompte. À la place de 425 millions d'euros, il prévoit 920 millions d'euros. Dans la pratique, les chiffres peuvent vous paraître énormes, mais dans la pratique, de toute façon, il y a prévu en 2021 une compensation au réel. Donc autant que l'acompte soit le plus proche possible du réel. Et dans la réalité, il est prévu qu'on fera les comptes en 2021 et qu'on ajustera le solde. Le deuxième amendement que je vous présente en même temps, si vous le permettez, parce que pour la cohérence du débat, est un amendement, comme ça, j'aimerais d'y revenir, 392. Il fixe une date butoir pour le versement de cet acompte. Qu'on ne traîne pas cette question, le versement doit intervenir au plus tard le 1er mars prochain. Et le troisième amendement modifie le produit de versement de référence du versement mobilité. Donc vous avez tous en tête la règle de la moyenne dont on a parlé à l'instant, mais l'Île-de-France est dans une situation très particulière puisqu'il y a eu des rattrapages tarifaires dû notamment à la mise en place du pass Navigo unique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de débat de loi de finances il y a quelques années, ça nous a occupé quelques soirées, donc nous étions là tous et nous avons eu évidemment le financement de ce pass Navigo avec notamment un rattrapage, une sorte de rattrapage tarifaire annoncé à l'avance qui a fait que le versement mobilité est plus dynamique qu'en province, par exemple. Il a augmenté, je rappelle, de 3,2% par an entre 2017 et 2019. Donc concrètement, l'amendement vise à prendre en compte ce rattrapage. Bien sûr, on est à la fois dans la référence à la moyenne 2017-2019. Si on ne le faisait pas, ça ferait perdre à peu près 250 millions d'euros à Île-de-France Mobilité. Voilà donc l'objet des trois amendements. Augmenter l'acompte. Deuxièmement, prévoir le versement de l'acompte avant mars 2021. Et troisièmement, tenir en compte des augmentations tarifaires, pour le financement du pass mobilité. Je pense qu'on arrivera à quelque chose qui sera plus juste. Et en tout état de cause, Monsieur le Ministre, ça ne fait rien à perdre à l'État, puisque le solde dans la loi doit être versé en 2021. Donc, je rejoins, pour terminer, ce que disait à l'instant Roger Carucci ou d'autres, sans doute. On n'a pas le choix parce que c'est un syndicat qui n'a pas droit au déficit. Et la seule variable d'ajustement serait quoi? Ça serait d'arrêter les investissements, ce qui serait impensable. Je pense que si on prend le RER B ou la ligne 13, je l'ai fait pendant des années tous les jours, on ne peut pas considérer que les conditions de transport soient bonnes en Île-de-France. Il y a les Jeux Olympiques, il y a des conditions de transport défavorables. Voilà. Et donc, il ne faudrait pas que l'investissement, au moment où on parle tous de la relance, il ne faudrait pas que l'investissement soit la variable d'ajustement. Ce serait une catastrophe. Donc, je vous invite à soutenir les trois amendements. Comme ça, je les aurais défendus. Merci, Monsieur le Président. De rien, mais on se remet dans l'ordre parce que vous avez défendu des amendements identiques à d'autres collègues qui doivent pouvoir défendre leur amendement. Et donc, il y a Monsieur Piednoir peut-être pour le 676 rectifié. Oui, si vous le permettez, Monsieur le Président, pour dire que les 676 et 677 sont défendus et sont identiques à ceux de la commission déposés par Monsieur Mandelli. Donc, très bien. Donc, tout est défendu. Il ne reste que l'avis du gouvernement, en fait, sur cette série. Ils sont identiques. Bien, merci, Monsieur le Président. La situation d'Île-de-France Mobilité est une situation évidemment particulière, puisque c'est Monsieur Carucci qui le disait, concentration des voyageurs, concentration de la perception du versement mobilité et la densité du réseau ainsi que du programme d'investissement que l'on connaît. C'est ce qui a amené, dans un premier temps, et encore aujourd'hui d'ailleurs, le gouvernement a proposé un traitement spécifique d'Île-de-France Mobilité, de ne pas le traiter comme les autres EPCI en charge de cette fonction d'autorité organisatrice des mobilités. C'est ce qui a présidé au fait que, dans une première version, le projet de loi de finances ne comportait pas de dispositions, que ce projet a été amélioré à l'initiative du rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée, Laurent Saint-Martin, à hauteur de 425 millions d'euros, y compris pour permettre à Île-de-France Mobilité d'avoir une aide en trésorerie à l'échelle de cet exercice 2020, ce qui nous paraît, à ce stade, devoir permettre à Île-de-France Mobilité de tenir l'année, si vous me permettez une expression un peu triviale. Nous savons qu'il y a un travail à faire sur Île-de-France Mobilité
Et j'ai en tête les propos du rapporteur hier, lorsqu'il évoquait la possibilité d'examiner des pistes d'avance remboursables, de regarder comment nous pouvions trouver une solution qui permette à Île-de-France Mobilité de fonctionner et qui soit respectueuse des intérêts de chacun. J'ai même en tête, monsieur le rapporteur général, vos propos disant que la vérité était certainement quelque part entre la position initiale du gouvernement et la demande que je qualifierais d'un peu maximaliste d'Île-de-France Mobilité. Je pense à la demande à hauteur de 2 milliards 600 millions d'euros, qui fait l'objet d'ailleurs d'un amendement de M. Savoldelli. À ce stade, et je dis bien à ce stade parce que je ne veux pas que cet avis apparaisse comme une fin de non-recevoir ou pire encore, le refus d'une discussion et d'un travail. L'avis du gouvernement est défavorable sur ces amendements. J'ai eu un contact, je le précise, très succinct par SMS pour ne rien vous cacher, avec la présidente d'Île-de-France Mobilité, et nous sommes convenus de nous voir aussi rapidement que possible pour là aussi explorer les pistes de travail et la manière dont on peut trouver un accord. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, je le répète, le gouvernement est défavorable. Ça n'est pas une fin de non-recevoir, ni une porte claquée, loin s'en faut. C'est le besoin, la nécessité absolue de travailler de manière très approfondie sur un sujet qui, vous en conviendrez, est majeur budgétairement. D'abord, demander l'avis. Monsieur le rapporteur, par vos amendements, vous avez forcément donné un avis sur les identiques, mais pas sur les autres. Donc, pouvez-vous me donner l'avis de la commission sur les amendements de messieurs Karouchi et Marseille et de monsieur Savoldelli et Grémillet? Alors évidemment, pour les amendements identiques, l'avis est évident. Donc, pour les autres, moi, je n'ai pas juste échangé par SMS avec la présidente, je l'ai eu longuement. J'ai eu également les services. Et donc, on a essayé d'affiner les chiffres. Et donc, je pense qu'on est sans doute quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et je pense que ça tient compte surtout, je disais, des spécificités sur lesquelles je ne reviens pas. Donc, sur les autres amendements, c'est une demande de retrait ou de ralliement. Et bon, compte tenu, j'ai bien entendu ce qu'a dit le président, du nombre d'amendements qui restent en discussion, comme ils vont tous dans le même sens, je vais peut-être demander, si vous êtes d'accord, la priorité sur le 391, 12 et 13 de la Commission, et ainsi que celui de M. Mandelli, bien sûr, qui est identique, ce qui permettrait de satisfaire, je pense, dans leur intention, au moins tous les auteurs des amendements, et ce qui permettrait peut-être de gagner du temps. Voilà, donc, il demande... Donc, pour être précis, je suis saisi d'une demande de priorité de la Commission afin que les amendements identiques 391 et 676 rectifiés, l'amendement numéro 392 et les amendements identiques 393 et 677 rectifiés soient mis aux voix avant l'ensemble des amendements de la discussion commune. Selon l'article 44 alinéa 6 de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du gouvernement. D'ailleurs, s'il s'oppose, ça ne bloque pas tout. C'est le Sénat lui-même qui décidera par un vote la priorité ou pas. Monsieur le ministre, êtes-vous opposé? Merci, Monsieur le Président. Il n'y a aucune raison pour le gouvernement de s'opposer à une demande de priorité de la Commission. Ça serait au mieux inélégant. Je voulais simplement, et c'est la raison de ma demande de prise de parole, préciser que sur l'amendement 392 de Monsieur le rapporteur, qui, si j'ai bonne mémoire, est celui qui touche à la date de versement du solde définitif, je voulais appeler l'attention du Sénat sur le fait qu'au-delà des positions que j'ai exprimées sur le contenu des amendements qui le précèdent, nous n'avons pas la certitude que les comptes soient définitivement arrêtés au 31 mars. Et nous avons plutôt même la certitude inverse. Je préférais que ce soit dit pour que le Sénat ne soit pas surpris en cas de difficulté en la matière. Le gouvernement ne s'est pas opposé à la demande de priorité, donc la priorité est ordonnée. Mais il y a des demandes d'explication de vote. Donc, Monsieur Karouchi, vous avez la parole, cher collègue. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, pardon, Monsieur le ministre, je pourrais jouer sur les mots. Parce qu'en fait, l'amendement de la Commission ne fait en rien tomber le mien. Puisque l'amendement de la Commission, c'est une compensation forfaitaire, et moi, je demande à ce qu'on respecte le fait de reprendre la totalité du versement mobilité perdu en 2020. Je ne parle pas pour le moment de compensation forfaitaire, d'autant que j'ai un autre amendement qui vient un peu plus loin et qui va en reparler sur un autre sujet. Je serais tenté de dire au rapporteur général confiance absolue
dans la mesure où je sais parfaitement qu'il y a eu des discussions, négociations avec la présidence d'Île-de-France Mobilité, et qu'après tout, si on trouve une voie de passage, pourquoi pas. En revanche, Monsieur le ministre, j'ai une inquiétude non dissimulée. C'est que ici, vous nous dites que, naturellement, vous allez avoir un contact avec la présidente, mais à l'Assemblée, vous avez une majorité tranquille, si je puis dire. Si à l'Assemblée, enfin tranquille, oui, bon, allez, ne restons pas là. Mais en tout état de cause, ici, vous pouvez nous dire, bah, on est ouvert, on discute, puis à l'Assemblée, revenir à la position initiale de Laurent Saint-Martin, ce qui, dans le fond, nous ramènera à la position de départ, ce qui n'est évidemment pas l'ouverture que nous attendons. Franchement, je vous le dis, et moi j'accepte naturellement de retirer l'amendement 18 au profit des amendements de la Commission, mais attention, parce qu'au-delà de la compensation, ça veut dire que pour le moment, et en tout cas dans les mois qui viennent, la région ne pourra pas passer les commandes de matériel nouveau qu'elle attendait pour renouveler les rames. Et quand on sait le retard qu'on a pris sur le matériel roulant en Île-de-France, c'est une catastrophe pour les millions d'usagers. C'est tout. Alors, après, on peut me parler d'écologie, de transition écologique, de nécessité. Si vous ne faites pas un effort sur les transports publics, je ne sais pas comment on va faire pour qu'en Île-de-France, la transition écologique ait du sens. Mais en attendant, je retire l'amendement au profit de ceux de la Commission. Bon, je répète, il serait tombé, car cet amendement que vous défendiez modifiait l'alinéa 49, dont l'amendement propose une nouvelle rédaction globale. Donc, si, bah, regardez bien. Donc, de toute façon, vous l'avez retiré, mais il serait tombé. Donc, on continue les prises de parole avec Madame Dumas, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, j'ai bien entendu les propos de Monsieur le rapporteur général, aussi ceux du ministre, avec plus de réserve. Et je voudrais dire que je me rallie complètement à ce que Roger Karoutchi vient de dire. Revenir à l'amendement de l'Assemblée nationale ne c'est absolument pas raisonnable et ne peut pas être envisageable. Alors, il faut absolument qu'on prenne en compte cette situation de la région Île-de-France. On l'a dit, les 5 millions d'usagers. C'est la région capitale, c'est son économie qui est en jeu. Donc, moi, je soutiens vraiment qu'on revienne à un mécanisme de compensation à hauteur des pertes fiscales qui sont induites par la crise liée à la Covid et non pas quelque chose de forfaitaire. Et donc, je souhaiterais que ça soit entendu dans cet hémicycle. Ensuite, Monsieur Ouzoulias, cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre commission de la culture, qui gère aussi les sports, avait entendu Monsieur Castex, qui était à l'époque délégué interministériel pour les Jeux Olympiques et qui était venu nous expliquer ici au Sénat que les engagements de la France s'agissant des transports publics de l'Île-de-France étaient un engagement ferme qui avait conditionné l'octroi des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Je n'imagine pas un seul instant qu'il puisse revenir sur les engagements pris par ce gouvernement. Par ailleurs, vous savez qu'il y a un autre dossier qui nous occupe, c'est le CDG Express, hein, auquel nous sommes opposés. Alors celui-là, vous n'y touchez pas. En revanche, nous, les usagers de la ligne B, usagers quotidiens de la ligne B, nous avons compris que les investissements qui sont déterminants, M. Karoutchi l'a dit pour le matériel roulant, mais c'est aussi vrai pour les infrastructures. Nous avons vécu une semaine d'interruption du trafic à la suite d'un problème d'aiguillage à Denfert-Rochereau. Donc c'est quelque chose de fondamental pour le quotidien. Nous avons besoin de ces investissements. Si vous ne procédez pas à une compensation intégrale des pertes d'Île-de-France Mobilité, nous n'aurons pas d'investissement, c'est-à-dire que nous continuerons à utiliser des services dégradés. Je n'imagine pas un seul instant comment Paris pourrait accueillir les Jeux Olympiques dans ces conditions. Bien, Monsieur Laménie, vous avez la parole.
Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Étant co-signataire de 2 amendements qui sont communs à celui du rapporteur général, donc amendement de Monsieur Mandelli, 676 rectifié et 677 rectifié, notre collègue qui est également qui a été le rapporteur de la loi sur la mobilité il y a quelque temps. Même si je représente un département plutôt rural, 280 000 habitants, les Ardennes, je crois qu'on doit s'intéresser aussi aux contraintes des Parisiens. Et je crois que c'est pour ça que je me permets de prendre la parole, puisque je dirais, je suis aussi usager du métro, du RER et des Transiliens. J'ai pu mesurer, je dirais, y compris dans la période de confinement et après confinement, je dirais l'engagement et le dévouement des personnels. Mon intervention n'a pas un caractère financier immédiat, mais il faut, je dirais, aussi en parler, puis se mettre aussi à la place des Parisiens, je dirais, qui utilisent les transports en commun matin et soir et tous les jours. Donc je crois qu'à ce niveau-là, après, je dirais, pour les baisses de recettes, et le versement mobilité en fait partie, puisque je dirais le versement mobilité, c'est malheureusement moins 2 milliards de recettes. Alors que le versement mobilité au plan national, c'est plus de 8 milliards, dont moitié pour Île-de-France Mobilité, et les soldes pour la province. Donc, je pense que là, cette perte de 2 milliards, et c'est pour ça que je soutiendrai bien entendu ces amendements, notamment celui que j'ai co-signé, ceux que j'ai co-signés, mais en liaison avec le rapporteur général, et qui augmente à hauteur de 920 millions d'euros pour l'amendement 391. Donc je le soutiendrai, mais je crois qu'il faut que ceux de province soutiennent aussi les collègues de région parisienne. Voilà. Merci. Bien. Eh bien, un sénateur de Paris va prendre la parole. Monsieur Ferraud. Merci, Monsieur le Président. Mais qu'ajouter à ce qu'a dit Marc Laménie? Ce qui est très notable, c'est que, quels que soient les dispositifs ou les montants, nous sommes tous très convergents. Ce qui est incroyable, c'est que, au motif que la situation d'Île-de-France Mobilité serait spécifique, plutôt que de prévoir autre chose, il n'y a rien. Et on présente depuis déjà maintenant plusieurs semaines l'amendement voté à l'initiative de M. Saint-Martin à l'Assemblée nationale comme répondant à la question. Or, il répond à 1/6 de la question en termes budgétaires. Je ne crois pas que la somme de 2,6 milliards soit maximaliste. Elle correspond aux chiffres que nous avons tous et qui est la réalité. Donc bien sûr que nous voterons amendement de compromis qui est un compromis provisoire proposé par le rapporteur général, bien sûr. Mais c'est quand même incroyable que nous devions procéder comme cela et nous n'avons pas de garantie que cela aille jusqu'à la loi de finances rectificative votée. Or, il y en a absolument besoin. Dans tous les trous de ces PLFR, on ne parle jamais de celui des transports en Île-de-France, or il est gigantesque et c'est un enjeu majeur. Ça concerne l'Île-de-France, ça concerne en réalité toute la nation, ça concerne la vie quotidienne, ça concerne les investissements d'avenir, la préparation des JO et la transition écologique. Donc la position du gouvernement de départ est assez incroyable. Nous lui permettons vraiment peut-être de sortir d'une ornière, mais nous ne pourrons évidemment pas nous en arrêter là. Et pour avoir, si vous permettez, Monsieur le Président, vécu beaucoup de débats sur les questions fiscales, budgétaires, de dotation en rapport avec les collectivités locales, on sentait les élections municipales comme un peu sous-jacentes dans les relations entre le gouvernement et les parlementaires représentant ces collectivités, ces territoires, pardon. Là, il ne faudrait pas aborder la question d'Île-de-France Mobilité
en ayant les élections régionales en tête. Je pense que le gouvernement ferait une grave erreur, et je le dis alors que je ne suis absolument pas un soutien politique de la présidente de la région Île-de-France ou de sa majorité. Je pense que c'est important d'avoir d'abord l'intérêt général en tête sur cette question, alors que nous savons qu'il y a des échéances électorales l'an prochain. Merci. Monsieur Dallier. Président, Monsieur le Ministre, écoutez, une fois n'est pas coutume, je m'apprêtais à développer la totalité des arguments que mon collègue parisien vient de développer. Ça me permettra d'être plus court. Je voulais remercier Roger Carucci de se rallier à la proposition du rapporteur général, parce que je pense qu'il faut cranter quelque chose. Effectivement, qu'il n'y ait rien eu au départ dans le texte, Monsieur le Ministre, ça apparaissait quand même comme une provocation. Alors, vous nous donnez un début d'explication qui n'est pas très convaincant, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rapporteur général à l'Assemblée a fait un effort. Je pense et on fait confiance à notre rapporteur général pour effectivement obtenir en CMP que ces amendements soient retenus définitivement. Je pense que c'est une très bonne base de départ. Il faut la cranter et puis nous verrons pour la suite. Sur le reste et sur les transports en Île-de-France, Monsieur le Ministre, j'espère au moins que tout le monde est d'accord sur le constat. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais décevoir notre collègue Ouzoulia, mais pour les Jeux Olympiques de 2024, on sait déjà, par exemple, que les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express ne seront pas au rendez-vous. Vous me direz, quand on a obtenu les JO à l'époque, je le disais déjà qu'on n'y serait pas. Maintenant, c'est confirmé. Alors, si en plus devait venir par là-dessus se rajouter des difficultés de financement, la situation deviendrait absolument catastrophique. Donc, mes chers collègues, rallions-nous aux amendements du rapporteur général et faisons-lui confiance pour la CMP derrière. Et Monsieur Meurant, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Pour ne pas reprendre ce qui vient d'être dit, parce que je voulais aborder la situation de Grand Paris Express, et notamment de la ligne 17 et des attentes que nous avons, notamment du délégué ministériel Rolf Tanguy, pour la suite de ce triangle de Gonesse, qui conditionnait la réalisation de la ligne 17. Donc c'est sûr, c'est que la situation des transports en Île-de-France, entre la ligne B, le Charles de Gaulle Express, la ligne 17, donc pour le département du Val-d'Oise, nous avons les plus grandes incertitudes sur la réalisation de ces équipements de transport lourds qui sont absolument nécessaires, notamment dans le cadre de la transition énergétique que nous appelons tous de nos voeux. Donc là encore, on se ravit je soutiendrai évidemment ce qui a été défini par le rapporteur général. Bien, on va passer au vote en essayant de faire les choses dans l'ordre. Je suis bien là. Donc, on commence par le 391 de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? C'est bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je signale d'ailleurs que sont adoptés. Il y avait deux amendements identiques. Par la même occasion, celui de messieurs Mandelli, Chaise, etc. Deuxième amendement de monsieur le rapporteur général, le 392. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Troisième amendement de monsieur de Montgolfier, mais identique avec deux autres, qui serait donc aussi adopté. Qui est pour? C'est le 393. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ce qui veut dire que tous les autres tombent, dont celui de M. Carucci. Non, il était retiré. Et donc, ils sont les trois adoptés et tout est tombé. Dans un objectif de soutien au secteur qui continue d'enregistrer de lourdes pertes, le gouvernement a décidé de prolonger et d'élargir différentes aides, au premier rang desquelles l'éligibilité au fonds de solidarité. Il a en effet été décidé que seront désormais éligibles les entreprises de certains secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le sport, etc., qui réalisent moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploient moins de 20 salariés. Le gouvernement a également élargi
le bénéfice de ce fonds aux mêmes conditions aux entreprises de certains secteurs qui dépendent fortement de ceux que je viens de citer et qui ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai. En première lecture, à l'Assemblée nationale, le gouvernement a donc doté le fonds de 500 millions d'euros supplémentaires. Pour autant, ce fonds continue de souffrir d'un certain nombre de lacunes qui nuisent à son efficacité. D'une part, l'assouplissement des critères d'éligibilité ne s'applique que pour les pertes de chiffre d'affaires subies au mois de mai et au mois de juin. Et donc, il importe aussi de prévoir la reconduction du fonds pour la période qui s'étend jusqu'au 31 décembre pour les entreprises en difficulté. D'autre part, pour les entreprises de 41 secteurs d'activité qui sont listés dans le décret, cet assouplissement des critères n'est effectif qu'en cas de baisse du chiffre d'affaires de 80% durant les 2 mois de confinement. Par conséquent, une entreprise qui aurait subi 75% de baisse de son chiffre d'affaires est exclue de ce dispositif spécifique. Notre cellule PME Commerce Artisanat salue vraiment l'assouplissement des critères d'éligibilité qui ont déjà été adoptés, mais elle considère que conditionner ce bénéfice à une perte de chiffre d'affaires de 80% vide de son contenu cette avancée. Par conséquent, nous demandons au gouvernement de pérenniser le fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année et surtout de renoncer à une logique de soutien sectoriel et d'opter pour une logique qui est fondée sur les difficultés réelles des entreprises. Par conséquent, nous vous proposons dans cet amendement, pour faire face à cette demande, d'acter un fonds supplémentaire de 500 millions d'euros. Et je crois que c'est en lien avec l'article 18 que présentera le rapporteur tout à l'heure, qui ne sera pas sur cette logique sectorielle, mais qui sera sur une logique un peu plus large. Merci, monsieur le rapporteur général. Je remercie notre collègue présidente d'avoir souligné les deux approches. Il y a en effet l'approche sectorielle qui présente un inconvénient majeur, c'est le risque d'oublier certains secteurs. Parce que par définition, lorsque l'on vise tel et tel secteur, avec la diversité des activités économiques, et aujourd'hui à peu près toutes les activités économiques sont touchées, le risque c'est de laisser des trous dans le dispositif et d'avoir des entreprises qui restent au bord du chemin. Et on verra toutes les difficultés qu'il y a, notamment à définir des activités. Lors de l'article 18, le gouvernement a publié, vous l'avez vu, une liste d'entreprises avec les codes APE. On a eu un peu ce débat cette nuit et c'était évidemment extrêmement difficile de viser l'ensemble des situations. Et il y a une deuxième approche, celle qui vient d'être exprimée à l'instant, qui est une approche globale, qui vise à avoir des dispositifs qui soient puissants, qui soient prorogés dans le temps et qui permettent de viser l'essentiel, toutes les situations, y compris celles auxquelles on n'aurait pas pensé par l'approche sectorielle. Donc vous vous souvenez qu'au PLFR 2, le Sénat avait voté, la majorité sénatoriale avait voté un abondement des crédits pour le Fonds de solidarité. Moi, je pense que cet amendement est bienvenu parce qu'il permettra d'une part de couvrir des secteurs qui ne sont pas couverts et également de proroger le dispositif. Je crois que l'activité n'a pas redémarré. Elle est extrêmement difficile pour certains secteurs, voire à l'arrêt total pour d'autres. Et il est important d'ores et déjà d'entériner la prolongation du dispositif du Fonds de solidarité. Moi, donc c'est un avis favorable pour cet amendement qui est bienvenu. Merci, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement considère que l'essentiel des attentes de Madame la Présidente Prima peuvent trouver une solution par voie réglementaire pour ce qui concerne l'éligibilité, les critères de référence. C'est la raison de l'avis défavorable au-delà des questions de répartition de crédit. La logique du gouvernement aujourd'hui est de privilégier une approche sectorielle que vous contestez, je l'entends, ce qui donne une deuxième raison de donner un avis défavorable à la répartition de crédit par conséquence, même si nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir sur ce sujet, l'article 18. Merci. Monsieur Gay, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vais soutenir ce très bon amendement, d'autant plus que j'en suis signataire, puisque c'est le rapport que nous avons co-rédigé avec Anne Chain-Larché et Serge Babary. Moi, je vous le dis, Monsieur le Ministre, depuis le début, je pense que le Fonds de solidarité est une bonne chose. Ça a permis d'éviter des fermetures de petites entreprises, de commerçants, d'artisans. Ça a permis de ne pas licencier, doubler avec le chômage partiel. Pour ça que moi, je pense qu'il n'y a pas que dans le secteur saisonnier où il faut prolonger le chômage partiel. On a tout un débat sur le chômage partiel longue durée maintenant. Et je pense qu'il faut autant de l'activité
que le temps pas passé en activité, miser sur la formation. Et c'est important. Par exemple, on peut avoir des accords d'entreprise, 60% au travail, 40% en formation. Payer 100%, c'est mieux. Je vois que des accords sont en train de se développer partout, notamment l'aéronautique. Le ministre Le Maire avait dit qu'il y avait un accord sur Safran, dans Safran, payer 90%, mais bon. Et donc, le fonds de solidarité est la bonne solution. C'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Sinon, c'est dans les mois à venir où les commerçants, les artisans et les PME vont se retrouver en très grande difficulté. On ne peut pas s'arrêter au bord du gué. Donc il faut continuer. Y compris, je pense que pour certains secteurs, il faudra le prolonger jusqu'en juin 2021. Mais bon, disons qu'arrêtons-nous au 31 décembre et on aura le débat lors du PLF 2021. Et je pense que la question des plans sectoriels, et on l'a vu tout au long de l'après-midi d'hier, hier soir et encore ce matin, on en oublie. Et on en oubliera. Et il y aura encore des trous dans la raquette. Et en plus, vous avez une question, c'est que sur un certain nombre de plans sectoriels, je prends par exemple l'aéronautique ou l'automobile, en sont exclus massivement les sous-traitants. C'est ça la question aujourd'hui. Par exemple, sur le plan aéronautique, c'est le Big Four qui ramasse tout et les 300 entreprises sous-traitantes en sont exclues. Donc, moi, je pense que c'est la bonne solution. On propose 500 millions d'euros. C'est évidemment un énorme engagement, mais c'est aujourd'hui ce qu'il faut. Et puis après, on aura le débat au PLF 2021 pour le continuer. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Non, je n'en vois pas. Donc, je mets aux voix l'amendement 491 rectifié Quinquès avec un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'amendement 21 rectifié bis. Madame Dumas. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je voudrais revenir sur le sujet des intermittents du spectacle, mais par rapport à leurs employeurs. En effet, malgré le recours aux aides déployées par les pouvoirs publics pour surmonter les effets de la crise sanitaire, les entreprises qui emploient des intermittents du spectacle ont été particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie Covid-19. Il apparaît que ces employeurs doivent, dans ce contexte difficile, verser à la caisse des congés spectacles les cotisations de congés payés sur les indemnités d'activité partielle. Or, un très grand nombre d'employeurs éprouvent des difficultés à assumer le règlement de ces cotisations sur l'indemnité d'activité partielle. Dès lors, la Caisse des congés spectacles pourrait elle-même ne plus pouvoir procéder au paiement des indemnités auprès de ces quelques 170 000 bénéficiaires, dans un contexte où ils ont besoin, vous le savez, plus que jamais de protection. En conséquence, l'amendement que je défends vise à abonder la ligne budgétaire de prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire, afin de pouvoir accompagner ces entreprises dans le paiement des cotisations dues à la Caisse des congés spectacles. Cette aide est d'ailleurs d'autant plus indispensable que c'est tout l'édifice social élaboré pour les intermittents du spectacle qui pourrait être ébranlé par la crise. Crédité d'un montant de 20 millions d'euros, il sera ouvert aux employeurs susvisés. Et je voudrais préciser, mes chers collègues, que ce montant de 20 millions se fonde sur des estimations de la Caisse des congés spectacles à propos des cotisations dues sur les indemnités d'activité partielle depuis le mois de mars 2020. Merci. Monsieur le rapporteur général, l'amendement 21 rectifié bis. Oui, donc je comprends la problématique évoquée par notre collègue, mais j'aimerais avoir la confirmation du gouvernement parce que l'analyse en est différente. Lorsqu'il y a le chômage partiel et bien sûr les entreprises qui emploient des intermittents du spectacle sont évidemment éligibles au chômage partiel. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de cotisation puisqu'il s'agit de revenus de remplacement. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi il faudrait prendre en compte, créer un crédit pour prendre en charge le dispositif afin d'accompagner la prise en charge des cotisations de congés payés. Normalement, c'est un revenu de remplacement qui est pris en charge par l'État
et les cotisations sont prises en charge par l'État. Mais peut-être que le gouvernement peut nous confirmer l'analyse, auquel cas, ça serait, si l'analyse était confirmée, une demande de retrait. Monsieur le ministre. Je confirme l'analyse, Madame la Présidente, et j'ajoute que le dispositif proposé par Madame la Sénatrice nous paraît redondant avec le maintien des droits actés jusqu'au 31 août 2021. Donc défavorable. Madame Dumas. Bien, je prends acte de vos réponses. En fait, les discussions qui ont eu lieu avec les intermittents du spectacle, et notamment leurs employeurs surtout, ne conduisaient pas à ce type d'argument. Donc, bon, j'en prends acte et je retire l'amendement. Merci. Nous avons maintenant deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier, l'amendement 1071, présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement de crédit qui vise à ouvrir 50 millions d'euros pour permettre de répondre aux augmentations de coûts des bourses sur critères sociaux, mais aussi pour financer l'annonce du Premier ministre de tickets de restaurants universitaires pour les étudiants boursiers pour permettre des repas à 1 €. Merci, monsieur le rapporteur général. Favorable. Favorable. Oui. C'est monsieur Ouzoulias qui le présente. Et c'est l'amendement 863. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Dans un premier temps, Monsieur le Ministre, votre gouvernement nous avait proposé 150 millions. Voilà. Et comme vous l'avez dit très justement et tout à fait honnêtement, l'intervention du Premier ministre a rajouté 50 millions dans la balance pour permettre au CNUS de satisfaire l'engagement de votre gouvernement, c'est-à-dire abaisser à 1 € le coût de la restauration universitaire pour les étudiants boursiers. Néanmoins, je vous le dis, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Nous avions, au sein de la Commission de la Culture, sous l'autorité de notre collègue Stéphane Piednoir, réalisé un audit de la situation du CNUS. C'était en mai, je pense qu'aujourd'hui, elle a dû encore s'aggraver. Le CNUS nous disait il y a 2 mois qu'ils avaient un déficit de trésorerie de 200 millions. C'est-à-dire que ce que vous apportez là, avec vos 200 millions, 150 plus 50, c'est juste ce qu'il faut pour couvrir le déficit actuel du CNUS, qui bien évidemment va continuer à augmenter jusqu'à la rentrée de septembre. Donc la mesure de M. Castex, avec laquelle je suis absolument favorable, n'est pas financée par le dispositif que vous nous proposez. C'est pour ça que dans un amendement qui est le suivant, 863, moi je propose non seulement de combler le déficit actuel du CNUS de 100 millions, mais de rajouter 50 millions, ce qui est exactement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que ça permet en effet de financer les engagements du Premier ministre. Donc, si vous voulez être cohérent, chers collègues, et vous, Monsieur le ministre, il faudrait plutôt voter mon amendement parce qu'il permettra en effet de satisfaire les engagements du gouvernement, pas votre amendement. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. Je crois que ces 2 amendements sont en discussion commune. Alors, j'allais dire à chaque jour suffit sa peine. Je suis bien conscient qu'il faudrait plus. Mais l'ouverture du gouvernement et l'abondement de crédit permet de répondre, sans doute peut-être partiellement, à la situation. Donc, moi, j'ai donné un avis favorable à l'abondement du gouvernement. Donc, je pense que vous êtes partiellement, sans doute, satisfait. Je vous invite à vous y rallier. Merci. Donc, vous demandez une demande de retrait, monsieur. Très bien. Monsieur le ministre. Défavorable. Monsieur Bargeton. Merci Madame la Présidente. Bon, on peut toujours voir les verres à moitié vides, on peut les voir à moitié pleins. Je n'ai pas abusé du temps de parole. Je voudrais dire que notre groupe est particulièrement fier de voter cet amendement qui correspond à un engagement qui a été pris, ça a été rappelé par le Premier ministre. C'était une demande ancienne des associations étudiantes, le repas à 1 € de la FAGE, de l'UNEF et d'autres d'ailleurs, qui était de pouvoir avoir un repas à 1 € pour les étudiants boursiers. 715 000 sont concernés dès le 1er septembre. Je pense que c'est une avancée concrète pour elles et eux qu'il faut la souligner. Je rappelle que cela va avec la revalorisation des bourses et j'y ajoute une autre disposition qui est l'aide pour les titulaires d'APL de moins de 25 ans qui vont avoir un soutien de 200 €
Et c'est 800 000 jeunes de moins de 25 ans qui sont concernés. Donc je voulais souligner cet amendement, cet engagement, et bien sûr, nous le voterons. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je pense sincèrement qu'il faut que vous ayez, chers collègues, une vision juste de la situation économique catastrophique dans laquelle se trouvent les universités françaises pour la rentrée de septembre. Vous avez bien compris, avec les résultats exceptionnels du bac, il y a 100 000 bacheliers supplémentaires, ce qui représente environ 40 000 étudiants supplémentaires à accueillir dans les universités au 1er septembre. La conférence des présidents d'université, de façon consensuelle et en accord avec la commission de la culture de notre Sénat, estime que simplement pour faire la rentrée et accueillir les 40 000 à 50 000 étudiants supplémentaires, il faudrait de 150 à 300 millions d'euros. La conférence des présidents d'université, je la cite, nous dit « Nous sommes arrivés à la limite du système » et elle demande de façon très solennelle une réunion d'urgence aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. Nous en sommes là. Donc je vous le redis, les 200 millions qui viennent d'apporter ne suffiront pas. C'est une goutte d'eau par rapport aux besoins essentiels des universités pour pouvoir faire la rentrée. Sinon, elles ne n'y arriveront pas. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 1071 avec donc amendement du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour, qui est contre. Il est adopté et l'amendement 863 est donc satisfait. Nous passons à l'amendement 527 qui n'est pas soutenu. Si. Il est soutenu, Monsieur le Ministre. C'est un amendement. Non, vous ne pouvez pas puisque Monsieur Delahaye est le seul signataire. Nous passons à l'amendement 113. Oui, Madame Tocqueville. Au sein de la mission recherche et enseignement supérieur, le présent amendement vise à annuler 600 millions d'euros de crédits pour le programme recherche spatiale et à ouvrir donc 300 millions pour le programme formation supérieure universitaire et 300 millions d'euros pour le programme vie étudiante. L'ensemble des dispositions prises pour le projet de loi de finances rectificative sont en faveur du soutien à l'économie aux entreprises. Pourtant, la crise sanitaire a eu d'importantes conséquences sur d'autres pans de la société, en particulier l'enseignement supérieur. Ainsi, des étudiants ne disposant pas d'outils numériques n'ont pu suivre l'ensemble des cours, accéder aux bases de données des universités ou échanger avec les enseignants et les autres étudiants. Les universités ont vu ainsi se creuser un déficit de 1% dans leur budget. Or, aucun engagement n'a été pris à ce sujet par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche concernant un possible accompagnement financier. De plus, les étudiants les plus précaires ont été durement touchés par la crise sanitaire et cette situation risque de perdurer avec la difficulté pour certains de trouver des emplois pour l'été. C'est pourquoi il convient d'aider ces étudiants en augmentant les bourses qui leur sont destinées. Merci, Monsieur le rapporteur général. Défavorable. Monsieur le ministre ? Défavorable. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 113 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 862. Monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un débat que nous avons eu déjà, donc je vais l'abréger pour limiter à l'essentiel. Je suis tout à fait satisfait du consensus auquel nous sommes arrivés dans la discussion du précédent amendement. Le gouvernement et ici la représentation nationale estiment absolument indispensable de financer la prolongation des contrats doctoraux. Nous sommes tous d'accord, c'est une question de survie pour la science française. Là où nous différons, notamment avec le rapporteur général, c'est sur l'urgence de la disposition. Vous considérez, et je comprends votre raisonnement, que ces moyens supplémentaires pourraient être mis dans le cadre de la loi de finances 2021. Je ne le pense pas et je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. Parce qu'il s'agit de contrats doctoraux. Et dans la réalisation d'une thèse de doctorat, vous avez une obligation de délai.
Vous avez l'obligation, en sciences dures, de faire votre thèse de doctorat en 2 ans, dans les sciences humaines un petit peu plus. Et ce délai est fondamental pour l'obtention du diplôme et aussi pour la validation internationale du diplôme. Une thèse qui est faite en 2 ans et une thèse qui est faite en 3 ou en 4 ans n'a pas la même valeur, quelle que soit la mention que vous allez obtenir. Donc, on ne peut pas différer cette nécessaire prolongation des contrats doctoraux à une date qui serait trop lointaine en 2021, parce que si on vote dans le budget 2021, ça ne pourra pas se mettre en place avant le printemps 2021, c'est-à-dire que vous faites perdre une année entière de scolarité aux étudiants. Et je vous le redis, ça peut mettre en danger la qualité de leur diplôme. Donc nous sommes d'accord sur la nécessité de financer ces contrats doctoraux. Je vous le redis ici encore une fois, je crois qu'il faut le faire dans l'extrême urgence et permettre la mise en place de ces moyens dès la rentrée de septembre. C'est la seule solution pour sauver un certain nombre de thèses de doctorat et notamment des recherches sur la Covid. Nous en avons besoin, mais je développerai le sujet dans l'amendement qui suit. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur général. Je vous ai cité la circulaire de juin 2020 et l'analyse qu'on en avait, c'est-à-dire à la fois l'engagement du gouvernement de payer sur la fin de gestion sur 2021. Donc j'en reste à cette analyse, donc avis défavorable. Même avis pour le gouvernement. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 862 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 864. Monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, là il s'agit d'un amendement qui va abonder les moyens de la recherche publique et notamment des 2 grands opérateurs, CNRS et INSERM. Chers collègues, il faut que vous compreniez bien dans quelle situation paradoxale se trouve la recherche française. Nos collègues allemands, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, ont investi à hauteur de 4 milliards sur la recherche médicale, sur la recherche d'un vaccin, sur la recherche de thérapie. Nous, dans notre pays, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour l'instant, n'a mobilisé que 50 millions sur ses réserves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'abondement par le budget de l'État, du budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour faire de la recherche médicale. C'est évidemment absolument catastrophique. Nous sommes dans une situation où nos citoyens demandent à la science de leur proposer demain, pour sortir de cette pandémie, des solutions thérapeutiques et un vaccin. Or, notre pays n'investit pas sur cette recherche. Par ailleurs, je voudrais souligner l'aporie de votre gouvernement qui nous explique qu'il va investir très largement dans la recherche, 28 milliards en 10 ans, et qui est incapable, l'année de la pandémie, de mettre quelques sous sur la recherche pour l'obtention de thérapies et de vaccins. C'est complètement absurde. Si vous estimez, comme la ministre de la Recherche que j'ai entendue hier à 8h43 sur une radio nationale et qui nous a dit que l'investissement de la recherche était une nécessité absolue, pourquoi ne pas commencer en 2020, année de la pandémie ? Pourquoi reporter à plus tard quelque chose dont nous avons besoin maintenant? C'est tout à fait essentiel. Et je regarde que dans votre projet de loi rectificatif, vous consacrez 85 millions à la recherche aéronautique et 30 millions pour BPI-France et notamment 10 millions sur les batteries. Donc là, vous mettez de l'argent sur la recherche. Et je suis désolé, moi j'aime beaucoup l'aéronautique et les batteries, mais ce n'est pas ce qui va nous sauver face à la pandémie. Donc je ne comprends pas pourquoi vous faites le choix politique de réinjecter presque 100 millions d'euros sur des recherches qui, elles, peuvent être différentes en 2020 et que vous ne mettez pas maintenant, en 2020, des choses qui sont indispensables pour faire face à la pandémie. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur général. Bon, je pense que la question s'adresse au gouvernement plus qu'au rapporteur général. Donc, avis du gouvernement. Qui va vous le donner, monsieur le ministre? Le gouvernement va examiner la loi de programmation de la recherche. Ce sont 400 millions d'euros par an dès l'année prochaine. Nous redéployons des crédits cette année. Et je peux vous assurer, monsieur le sénateur, que les équipes de recherche françaises sont à pied d'œuvre et accompagnées par l'État, contrairement à ce que vous avez dit. Défavorable.
Quel est l'avis donc de la commission, monsieur le rapporteur général? Demande de retrait, profit en attendant la loi de programmation pour voir si... Merci. Madame Taglier-Polion. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, on demande de retrait en attendant la loi de programmation, alors qu'il y a urgence, Monsieur Ouzoulias l'a très bien expliqué. Monsieur le ministre nous dit que la recherche française va très bien circuler, il n'y a rien à voir. Mais enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de mobilisation, beaucoup d'inquiétudes dans le milieu de la recherche française, et cela depuis de nombreuses années. Mais ça va en s'amplifiant, et malgré les annonces justement du projet de loi recherche. Donc, ne dites pas que tout va bien, parce que je crois que la situation, elle est pas très favorable. Les chercheurs sont inquiets et qu'il faudrait répondre tout de suite à l'urgence. Merci, Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Oui. Monsieur le ministre, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, votre réponse fait peser un doute sur la sincérité des objectifs quant à la loi de programmation la recherche. Si vous êtes incapable, l'année de la pandémie en 2020, de mettre des moyens pour la recherche d'un vaccin, comment on peut vous faire confiance sur la volonté réelle de votre gouvernement d'investir massivement dans la recherche pour les années suivantes? Moi, j'aimerais citer le professeur Mattei, président de l'Académie nationale de médecine, qui nous dit qu'il y a une urgence immédiate à remédier au déficit majeur du financement public de la recherche médicale. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il est incompréhensible que l'Allemagne investisse à hauteur de 4 milliards, chers collègues, et que nous soyons incapables, dans le cadre de cette loi de finances rectificative, d'injecter ne serait-ce que 150 millions. Là, ce que vous faites, c'est que vous condamnez la France à attendre d'un grand groupe pharmaceutique la mise au point d'un vaccin, et après nous irons quémander à ce grand groupe pharmaceutique l'espoir de pouvoir lui acheter des doses, parce que vous avez compris que Sanofi ira au plus offrant et il n'ira pas à la France, parce que justement la France ne met pas d'argent dans la recherche. Aujourd'hui, l'objectif, il est là. Il y a une mise en concurrence des États internationales sur la recherche. Donc ce que vous mettez pas ici comme argent, c'est une position défavorable pour la France dans la négociation de l'achat du futur vaccin. Et je peux vous assurer que Sanofi ira au plus offrant. C'est-à-dire ira vers l'Allemagne qui met 4 milliards, vers les États-Unis, et pas vers la France qui met 0. Vous envoyez un message extrêmement négatif à toute la population française qui attend aujourd'hui de sortir par la science et par le haut de cette pandémie avec un espoir thérapeutique, un espoir de vaccin. Ce 0 est catastrophique. Merci. Monsieur Laménie, vous avez la parole. Oui, merci, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Concernant cet amendement, et notre collègue aborde un sujet particulièrement important en déposant cet amendement, puisque, on le dit, quand on examine la mission enseignement supérieur et la recherche, même si cette mission fait partie en masse financière parmi les plus importantes, mais concernant toutes les déclarations qui ont été faites, notamment par le président de la République, le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, le ministre de la Santé, etc. Donc en donnant des moyens de recherche pour le vaccin, sur quand même lutter contre cette crise sanitaire, essayer de trouver des solutions. Bon, on est en loi de finances rectificative, on connaît la complexité des finances publiques, mais c'est vrai qu'on dit partout l'État, l'enseignement supérieur, cette mission, les opérateurs qui interviennent et qui sont cités dans l'objet de cet amendement qui est particulièrement aussi détaillé et pédagogique. Donc le tout, c'est de trouver vraiment, en termes d'efficacité, des résultats et donner les moyens à la recherche, d'autant plus l'État participe, mais il y a aussi les collectivités territoriales qui soutiennent aussi l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, je dirais, je soutiendrai cet amendement. Voilà. Merci, Madame de Romélie.
Merci Madame la Présidente. Écoutez, moi aussi je soutiendrai cet amendement parce que nous nous sommes suffisamment plaints de tout ce qui n'a pas été fait pendant cette période de Covid. Jusqu'à présent, on a des regrets et il faut arrêter d'avoir des regrets et se dire qu'on a mis tout ce qu'il fallait pour ne plus avoir de regrets et se dire qu'au moins on a fait le maximum. Donc je soutiendrai cet amendement. Merci. Monsieur Vatteblé. Pour vous dire que notre groupe soutient également cet amendement qui est précis et intéressant. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de... Oui. Merci Madame la Présidente. Moi aussi je soutiens cet amendement. J'ai côtoyé et je côtoie encore beaucoup de chercheurs et vraiment ils en ont besoin. On avait une place de leader sur le plan mondial, on le perd petit à petit. On parle beaucoup de santé personnalisée, de traitements innovants. Il faut donner aux chercheurs les moyens de trouver des nouveaux traitements intéressants. Merci Madame Delmont-Koropoulis. Madame Goulet, vous avez la parole. Oui, j'ai soutenu tout à l'heure l'amendement sur les thèses et le fait qu'il fallait l'alimenter, évidemment. Et nous allons aussi soutenir cet amendement. Merci. Bien, je ne vois pas d'autres demandes de parole. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 864 avec une demande de retrait de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'amendement 169 rectifié, Madame Sollogoub. Merci Madame la Présidente. L'action 1 du programme 231 Vie étudiante finance des aides directes pour les étudiants. Dans ce cadre, la loi de finances pour 2020 a prévu de transférer 4 millions d'euros à Bpifrance afin de financer son fonds de garantie prêts étudiants. Ce dispositif a un effet levier important puisqu'en 2019, 3 000 étudiants ont ainsi pu obtenir un prêt garanti à 70% par l'État pour un total de 24 millions de prêts, soit une moyenne de 8 000 € par prêt. L'enveloppe augmentée pour 2020 à 4 millions d'euros reste insuffisante puisque la BPI réclamait 5,5 millions de crédits annuels afin d'atteindre un montant total de 100 millions d'euros de prêts. Cela permettrait aux banques de commercialiser ce produit plus largement et plus longtemps. L'enveloppe est d'autant plus insuffisante cette année que les conséquences économiques de la crise que nous traversons laisseront inévitablement des traces dans le budget des familles les plus modestes. J'ajoute, puisque j'ai écouté avec attention ce que disait notre collègue Ouzoulias, qu'il y aura 40 000 bacheliers de plus et qu'il faudra pouvoir venir aider tous ces jeunes à accéder à la formation qu'ils souhaitent obtenir. Alors d'une part, on entend beaucoup le gouvernement nous expliquer que la jeunesse sera l'enjeu majeur du post-Covid, donc il faut que nous soyons à ce rendez-vous. Et d'autre part, le post-Covid, nous l'aborderons aussi avec des compétences. Nous avons besoin de compétences. Il faut que aucun jeune se retrouve sur le bord de la route simplement parce qu'il n'a pas pu accéder à l'enseignement supérieur pour des raisons matérielles. Donc voilà, c'est un amendement de ma collègue Catherine Fournier que je suis fière de présenter. Merci. Et je vais solliciter l'avis du rapporteur général pour la commission. Merci, monsieur. Très bien. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 169 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Cadic. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre collègue Bernard Delcros l'a dit en ouverture de la discussion générale, la très grande majorité du groupe Union centriste adoptera ce 3e budget rectificatif dans sa version modifiée par le Sénat. Pour ma part, je suis très inquiet devant les sombres perspectives qui s'ouvrent pour notre pays. Je reste perplexe sur la stratégie suivie, cette fuite en avant budgétaire à laquelle nous nous livrons. Emballement du déficit et de l'endettement public. Après avoir épuisé le présent, on dévorera l'avenir, aurait sûrement dit le célèbre économiste Frédéric Bastiat.
Avec un nouveau déficit de plus de 225 milliards d'euros, s'ajoutant à une dette elle-même colossale, nous engageons notre responsabilité collective à l'égard des générations futures. Curieux paradoxe, j'entends de tous bords s'élever le mot « souveraineté », mais en même temps, nous nous mettons entre les mains de créanciers étrangers. Aucun de nous sur ces bancs ne peut s'exempter d'un examen de conscience. Il suffit de suivre le dérouleur des amendements pour voir que quelque chose ne va pas. La dépense paraît incontrôlée. On injecte des crédits budgétaires comme on injecte un médicament qui soulage et permet de passer la nuit, mais ne règle rien. Confrontée à sa pire récession depuis 1917, l'économie française est au bord de la débâcle. Certains, pour financer tous les plans Marshall, ont une solution, faire payer les riches. L'idée a, pour elle, la force de la simplicité, mais les faiblesses de la démagogie. Cette démagogie qui consiste à voter contre le budget au motif qu'il ne serait jamais assez dépensier, comme on l'a vu à l'Assemblée nationale. L'issue serait la ruine pour tous. D'autres cèdent au mirage de l'interventionnisme. Mus par une conception paternaliste de l'économie, ils croient pouvoir guider les comportements à travers des baisses ciblées de cotisations sociales et de fiscalité. À vouloir jouer les mécanos, on crée un monde fait de complexité qui entrave notre économie. Ce chemin rendra la France dépendante d'autres pays plus agiles, plus performants. Par solidarité dans l'épreuve, je voterai ce texte, mais je suis convaincu qu'une autre voie est possible. La France ne se redressera pas sans affronter ses propres faiblesses et sans revoir son fonctionnement en profondeur. Cela passe par la simplification de nos réglementations et de nos impôts. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Bacher, pour explication de vote. Non, c'est un par groupe. Juste un point, Monsieur le Ministre. On va donc adopter un budget avec 226 milliards de déficit public. Eh bien, j'ai une solution qui plairait beaucoup à beaucoup de monde. Il suffit de doubler le taux de toutes les impositions, car j'ai beaucoup entendu d'augmentation de taxes pour réduire le déficit à zéro. Voilà, car les recettes fiscales de ce budget correspondent exactement au déficit. Donc c'est une solution que je propose pour réduire la dette. Non, plus sérieusement, on voit bien dans quelle situation où on en est. On va dépenser 2 fois plus que ce que l'on a. 2 fois plus que ce que l'on a de manière courante. De manière courante. Ce n'est pas un budget d'investissement qu'on vient de faire. Ce n'est pas le budget de la relance. Et la règle d'or ne s'applique pas. Et c'est bien cela peut-être la leçon qu'il faudra tirer de cette crise, de ces dettes qui explosent, que l'on cantonne ou qu'on ne la cantonne pas. Il y a là un problème monstrueux devant nous. Alors c'est vrai que c'est un PLFR un peu bizarre. Il a été fait par un gouvernement, adopté par un autre, car nous avons changé de Premier ministre entre son dépôt initial et puis ce qu'il sera après. Alors peut-être que ça ne change pas grand-chose, mais en même temps, entre le 14 juillet et le 15 juillet, entre les annonces du Président de la République et celles du Premier ministre, et Rémi Féraud l'a rappelé tout à l'heure, il y a bien des différences. Alors, on est très embêté sur ce budget, Monsieur le Ministre. On sait qu'on ne peut pas s'en passer, et en même temps, on sait qu'on n'est pas au bout avec cela. Et dans le débat, on a vu que plein de sujets manquaient. La culture a été largement évoquée, l'emploi, on le sait très bien, mais il y en a encore plein d'autres qui sont créés par des sujets que vous avez créés. Tout à l'heure, on a parlé de la taxe d'habitation, on voit bien que le sujet n'est pas épuisé. J'en termine je voudrais simplement qu'on remercie le président de séance, qui fait qu'on est là à cette heure-ci, en train de finir, et je voudrais qu'on le remercie. Merci, merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Féraud pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, et merci aussi pour la conduite de nos débats qui nous permettent en effet de finir à une heure raisonnable. Je trouve que l'explication de vote d'Olivier Cadic et de Jérôme Bacher sont assez illustratives. Parce que finalement, vous critiquez ce budget, trop dépensier, créant trop de déficit, mais vous le votez. Ce qui me paraît être une nouvelle preuve que ce n'est pas un budget de combat.
Ça n'est pas un budget de combat face à la crise, c'est un budget, c'est pas le minimum qu'on peut faire, c'est davantage, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour vraiment sortir de la crise. D'ailleurs, les chiffres du Sénat lui-même, pas ceux du groupe socialiste et républicain, montrent que ce ne sont pas 500 milliards, mais 60 milliards d'euros qui sont dépensés face à cette crise par la France et que cette représente 2,6% du PIB, beaucoup moins que la plupart des autres pays comparables. Alors nous-mêmes, nous regrettons particulièrement le fait que ne soit pas pris en compte un certain nombre de secteurs, en tout cas pas suffisamment pris en compte. Et dans tous ces secteurs, la culture, évidemment, est certainement le grand oublié de ce budget. Les collectivités locales sont pour le moment dans une grande incertitude et largement mises à contribution face à la crise sans que nous sachions véritablement quelles seront leurs perspectives après cette année 2020. Et puis ensuite, les deux grands mots qui sont absents des mesures qui sont prises et qui sont tout aussi absentes après les amendements votés au Sénat. C'est d'abord la justice sociale, parce que tous les impôts et toutes les taxes ne se valent pas, cher Jérôme Bascher. Il y a une vraie volonté, en effet, de ne pas mettre davantage à contribution les plus aisés face à cette crise. Et c'est un grand désaccord, une grande divergence entre nous. Et puis ensuite, en matière d'écologie, j'espère que nous pourrons vite mettre en œuvre au moins une partie des recommandations de la Convention citoyenne, parce qu'en parler, c'est bien, mais le faire, c'est mieux, et ça n'est pas, en tout cas, dans ce projet de loi de finances rectificative que nous voyons ces conclusions mises en œuvre. Donc, pour toutes ces raisons, et de manière très logique, notre groupe votera contre le projet de loi de finances une fois discuté par notre Assemblée. Merci. Chers collègues, Monsieur Vatteblé, pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous achevons enfin l'examen de ce troisième projet de finances rectificative. Il clôt une séance budgétaire hors norme, entamée fin mars avec le projet de loi rectificatif. En fil rouge de ces trois textes, une seule priorité, sauver notre économie et nos entreprises face à un choc sanitaire sans aucun précédent dans notre histoire. Au fur et à mesure, nous avons pu constater l'ampleur de cette crise qui n'a pas fini de nous sidérer. Pas un pan de la société n'y a échappé, entreprises, salariés, collectivités. Et je dirais, si vous voulez, cette crise n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. C'est vrai, comme certains l'ont dit, beaucoup de dépenses ont été faites, mais je pense que nous devons prendre un peu de hauteur, prendre la juste mesure du texte que nous avons voté. Je pense notamment à tout ce qui était destiné aux uns, aux autres, et dans ce temps très difficile, notre société est engagée, et je crois que tous ensemble, nous avons fait un travail de fond, avec forcément des idées différentes, mais pour le bien quand même de ce pays. Et moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, j'étais très surpris de ces échanges très forts, de cet équilibre. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous séparent, mais c'est quand même important de voter ce texte, parce qu'aujourd'hui, il y aura quand même des gens qui seront dans la difficulté. Et pour ça, notre groupe Les Indépendants votera ce texte. Et je remercie monsieur le rapporteur, la Commission des finances et vous-même d'avoir réussi à terminer dans les temps, parce qu'il y a urgence pour notre pays. Merci, chers collègues. Monsieur Bargeton. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi de la façon dont vous avez présidé, en lien d'ailleurs avec le rapporteur général, qui nous a permis de terminer dans de bonnes conditions dès ce soir. Nous allons voter, notre groupe, ce PLFR. Bon, certes, il a été modifié par le Sénat, mais c'est un vote qui nous permet de préparer la CMP dont nous souhaitons qu'elle soit conclusive. Et donc, s'il y a des amendements je me suis parfois abstenu ou que je n'ai pas voté ou pour lesquels j'ai voté, tout ça ne préfigure pas de l'issue. Et donc, dans cette optique, nous le voterons. Je note aussi d'ailleurs que le Sénat a voté les amendements du gouvernement, sauf un, je crois. Tous les amendements déposés par le gouvernement, en disant qu'ils ont été déposés de façon tardive, ont été votés par la majorité sénatoriale. Et donc, évidemment, ça nous conduit aussi
a voté ce texte. Au fond, ce texte faisait quoi? Il recharge les crédits, il déploie des plans sectoriels, il accroît l'apprentissage pour les jeunes et il prévoit aussi un certain nombre de choses, notamment pour les plus démunis d'entre nous, notamment sur l'hébergement d'urgence. L'économie générale du texte n'a pas été modifiée à l'issue de cet examen et cela nous conduit à l'adopter. J'ai 2 nuances par rapport à ce qui a été exprimé sur les collectivités locales. Je rappellerai qu'il y a quand même 4,5 milliards d'euros plus 500 millions sur la mobilité. Qu'en 2009, il n'y avait pas eu de plan pour les collectivités locales au moment de la crise et que c'est la première fois qu'il y a une garantie de ressources qui est apportée. Enfin, une deuxième nuance vis-à-vis de la gauche que j'assume. Ce n'est pas le moment d'augmenter les impôts. On peut avoir un débat sur lesquels, sur ce qui arrivera en 2022, mais encore une fois, Keynes nous l'enseigne, quand il y a une dépression de l'activité, on ne baisse pas la dépense publique et on n'augmente pas les impositions parce que ça déprimerait davantage l'activité. Quand nous serons revenus à meilleure fortune, espérons que nous soyons revenus à meilleure fortune, c'est-à-dire que l'économie reparte et donc l'emploi repart, on verra ce qu'il convient de faire au moment des grands débats politiques qui nous attendent. Nous sommes tous suspendus à l'Europe ce soir et en espérant que cela puisse aboutir, même s'il peut y avoir des inquiétudes, nous sommes tous suspendus à cela parce que oui, il y a derrière un PLF qui devra traiter d'autres sujets pour la relance, notamment sur l'écologie, sur la culture, ça a été indiqué, mais aussi en tenant compte d'une articulation avec ce que font nos partenaires européens. Je vous remercie. Merci. Monsieur Savoldelli pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Avant d'avoir quelques réflexions politiques, je voulais d'abord, au nom de mon groupe, remercier l'ensemble du personnel du Sénat, quel que soit, j'irais dire, leur métier, leur fonction ici au sein du travail et de la vie de l'hémicycle, parce qu'on a des conditions vraiment excellentes. Voilà. Donc merci à eux, leur professionnalisme et leur proximité avec l'ensemble des élus. On vient d'avoir, c'est le 3e PLFR 3. Si on est assez rigoureux, on a eu beaucoup de nos débats, des débats d'idées, avec nos expériences les uns les autres, qui étaient des débats que nous avons eus déjà les années précédentes, hein, pour beaucoup. Et quand on a posé, par exemple, 2 questions, il faut qu'on revoie totalement notre système de fiscalité. Notre débat vient de montrer là qu'il n'y a pas de roue de secours aux logiques qui sont les logiques économiques et financières, certes de la majorité actuelle, mais des majorités précédentes. On n'a pas la roue de secours là. On est face à ce que j'ai pu dire, peut-être le terme était discutable, mais on est devant un cocktail explosif, mes chers collègues. Les indicateurs sociaux, les indicateurs économiques, les tensions internationales, enfin... Bon, voilà, je pense sincèrement, avec de l'humilité aussi et modestement, je pense que nous ne sommes pas au niveau des enjeux et des défis qui sont devant nous et avec ce qui peut être la singularité de la France dans ce débat-là. Il n'y a pas grand-chose qu'à changer, y compris il y a des insolences. Excusez-moi, au moment où on va voter, là on finit ensemble. Les 5 premières fortunes disposent l'équivalent du patrimoine du déficit de 2020. 5 familles disposent de la somme qui fait le déficit de 2020. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même... Il y a quand même une insolence qui est devant nous. Un président de la République qui, certes, il y a les mesures sur notre collègue Bargeton qui défend sa politique, et c'est normal. Enfin, c'est le président, je regarde, des 460 milliards de déficit. Donc, vous voyez, voilà, on va pas, je ne vais pas énumérer, mais voilà, on a des indicateurs extrêmement graves. Donc, nous pensons que nous ne sommes pas dans un nouveau chemin d'égalité sociale, d'égalité territoriale et d'innovation environnementale. Et rien n'a été prouvé du point de vue des décisions que nous prenons aujourd'hui. Je voudrais dire que, franchement, il y avait des choses qu'on manquait. 7,5 milliards qui sont demandés par les collectivités territoriales, c'est 4,5 milliards de données. Dans toutes les exonérations sociales, il n'y a pas une seule condition de contrainte pour les entreprises qui a été acceptée ici.
Et regardez, on a été incapable d'imaginer des recettes innovantes pour l'État. Aucune recette innovante. Donc je voudrais dire que pour notre groupe, on a quand même un élément de satisfaction, c'est qu'on a quand même obtenu, avec votre concours, d'avoir taxé les GAFAM à la mesure de leur immense profit. On est content d'avoir arraché 150 millions pour la recherche scientifique. Et puis, je vais vous dire aussi une satisfaction qu'on obtienne ici. Et c'est notre résultat commun qu'on arrive à cette égalité de salaire entre les femmes et les hommes. On l'a pris par les exonérations sociales. Merci, chers collègues. Voilà, donc nous ne voterons pas ce PLFR 3. Je l'avais dit au début, la confiance, pour nous, ce n'est pas une paresse. Ce n'est pas une concession à la paresse. Merci, chers collègues. Monsieur le Président Dallier. Simplement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, simplement pour vous dire formellement que le groupe des Républicains votera bien évidemment ce texte tel qu'il a été modifié, parce que beaucoup des mesures que nous souhaitions voir y figurer ont été adoptées par le Sénat, les mesures proposées par notre rapporteur général, mais également beaucoup des amendements du groupe. Donc nous voterons bien évidemment ce texte. Et maintenant, notre rapporteur général a mission d'essayer de trouver un accord en CMP, mais ça dépendra effectivement des avancées que l'Assemblée nationale acceptera. Je pense aux mobilités, parce qu'il y a un vrai sujet, une vraie difficulté. Sur l'article 18, ça sera probablement plus facile, mais les choses ne sont pas acquises définitivement. On a voté le PLFR 1 et 2, on espère voter le 3, mais Monsieur le Ministre, ça dépendra des efforts que pourra faire le gouvernement et notamment la majorité à l'Assemblée nationale. Pour la suite, Olivier Cadic nous disait que il nous reprochait de voter ce PLFR avec un déficit de 226 milliards, et nous invitait à faire notre examen de conscience. Mais pour autant, il le vote. L'examen de conscience, c'est pas ce soir que nous devrions le faire. On devrait le faire en regardant la période des 10 années passées, parce que c'est là qu'on a raté le coche. Ce que les autres ont fait après la crise de 2008-2010, nous ne l'avons pas fait. Et voilà pourquoi ça devient si difficile aujourd'hui. Alors tirons-en effectivement des conclusions pour l'avenir. Parce qu'alors là, si jamais les choses dérapaient, et notamment en matière de taux d'intérêt, je vous rejoins sur ce que vous dites sur la dette qui devient abyssale. Là, vraiment, il faut agir, ça ne peut pas durer. De l'autre côté, nos collègues socialistes nous disent qu'ils ne voteront pas le texte parce qu'on ne dépense pas assez. Écoutez, le dernier, et je terminerai là-dessus, le regret que nous avons au groupe des Républicains, c'est que ce texte n'est quand même pas le plan de relance que nous attendions. Et là-dessus, le gouvernement nous a beaucoup promené, excusez-moi le terme, Monsieur le Ministre, mais on nous l'avait annoncé, le plan de relance, dans le PLFR 4. On a même entendu un ministre au banc à l'Assemblée nous dire qu'il allait venir. Ça devait être en septembre ou même fin août. Bon, il n'y en a pas. On nous dit maintenant que tout cela peut attendre la loi de finances pour 2021. Voilà, nous craignons vraiment que nous perdions 6 mois et que cela ne contribue à aggraver la crise encore une fois. Mais ceci étant dit, pour ce soir, nous voterons ce PLFR 3 et tous nos remerciements, effectivement, à la Commission des finances, aux administrateurs, au personnel du Sénat et à vous également, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Monsieur Meurant. Merci, Monsieur le Président. Je m'associe évidemment aux remerciements qui viennent d'être faits. Ce plan de finances numéro 3, il règle une situation d'urgence, mais comme vient de le dire Philippe, à moyen long terme, il n'y a rien de réglé. Et nous avons voté hier un certain nombre de textes. C'était le jour de la libération fiscale pour les Français. Alors c'est pour répondre à nos collègues de gauche. Les Français sont les plus imposés fiscalement et socialement, pour des résultats qui se dégradent année après année. Donc, à moyen long terme, on peut qu'être inquiet, comme le soulignait Olivier Cadic, car ça ne résout rien. Et depuis 1974, nous votons des budgets en déficit, et ce n'est pas durable. À travers l'histoire, il y a 3 façons de résoudre une dette. 226 milliards de déficit. Il y a 3 façons, simplement. 3 façons, c'est la guerre, c'est la dévaluation et c'est la disparition de la monnaie. On n'en connaît pas d'autres. Alors, en fait, on paye le fruit, comme vient de le dire Philippe, de 10 années, de quinquennats. Ça a commencé avant, certes, mes chers collègues, mais ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye, et quoi qu'il en coûte. Réfléchissons à ça. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de faire de la croissance qui financera des emplois, des dividendes. Alors, pas forcément pour les très très riches, parce que si nous étions dans une économie, dans un pays fermé, pourrait effectivement... Mais dans un monde ouvert, dans un monde où il n'y a plus de frontières, où on contrôle de moins en moins et les flux de capitaux et les départs à l'étranger, eh bien la solution proposée par nos camarades de la droite de l'hémicycle,
C'est tout à fait infaisable. Donc en tout cas, merci et merci à Monsieur le Président de nous permettre de terminer pas trop tard. Merci, chers collègues. Donc, je ne vois plus de demande d'explication de vote. Monsieur le rapporteur. Pas de demande d'explication de vote. Simplement, j'avais dit en ouverture que, avec un peu d'humour, que le Sénat était beaucoup plus efficace que l'Assemblée nationale parce qu'il faisait en 3 jours, ce que l'Assemblée a mis 3 semaines à examiner. Donc, mais ça veut dire très concrètement que nous n'examinons pas dans de très bonnes conditions nos textes. Nous sommes obligés de travailler des nuits de week-end. Et je voulais en profiter donc pour remercier vous tous, chers collègues, qui êtes venus et vous êtes mobilisés ce week-end, y compris cette nuit de dimanche soir, ce qui est un petit peu inédit. Remercier vous, Monsieur le Ministre, ainsi que votre collègue Agnès Pannier-Runacher, qui vous êtes succédé au banc pour nous répondre dans les meilleures conditions possibles. Vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que les autres présidents qui sont succédés, et remercier tout particulièrement les collaborateurs, administrateurs du Sénat, collaborateurs des ministres, qui sont d'une aide précieuse et qui aussi ont des vies de famille qu'ils sacrifient en ce moment. Mais rassurez-vous, on va se revoir. L'examen de conscience, on l'a appelé tout à l'heure, mais c'est la semaine prochaine, puisqu'on a la loi de règlement en nouvelle lecture et on a également le débat de dotation des finances publiques. Donc, je vais dire, c'est presque demain. À très bientôt, avec tous mes remerciements à nouveau pour votre participation. Merci, monsieur le rapporteur général. Je mets aux voix le projet de loi de finances rectificative pour 2020. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. À ce scrutin public, le scrutin est ouvert. Le résultat du scrutin numéro 141 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 334, pour l'adoption 244, contre 90, le Sénat a adopté. Monsieur le ministre. Un mot, Monsieur le Président, pour m'associer aux remerciements qui vous ont été adressés à travers vous à toutes celles et ceux qui vous ont précédé à la présidence du Sénat et de nos débats, ainsi qu'à tous les collaborateurs qui nous accompagnent. Et puis un dernier mot pour remercier l'ensemble des sénateurs et des sénatrices pour, je crois, la qualité et la sérénité des débats que nous avons eus pendant plusieurs jours. Merci à vous tous. Les sénateurs ont donc adopté ce 3e budget d'urgence pour faire face à la crise du coronavirus. 45 milliards d'euros débloqués afin de sauver l'économie et de venir en aide aux plus démunis, et notamment les jeunes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.